Socrate est souvent présenté, et à juste titre, comme le père de la philosophie dans la tradition occidentale. Socrate est pourtant un personnage assez particulier à Athènes. Il est pauvre, il est laid, il est dans la rue. C'est un philosophe de la rue. Comment se fait-il qu'un être aussi spécial, particulier, soit passé à l'histoire et qu'on en parle encore 2500 ans plus tard? Voyons voir que signifie cette parole de l'oracle de Delphes disant que Socrate, ce drôle de personnage, était le plus sage. Et profitons-en pour tirer au passage une petite leçon sur l'ignorance. À Delphes, il y a le temple d'Apollon. Dans ce temple, une femme, de préférence vierge et de bonne famille, de bonne éducation, pas nécessairement riche, une femme considérée pure et sélectionnée pour être la Pythie. La Pythie, elle, est en contact direct avec le dieu Apollon. Un oracle est donc une personne spéciale qui est en contact avec un dieu et qu'on va aller consulter de manière à savoir un petit peu plus sur notre destin ou sur la vérité de la vie, du monde et de l'univers. L'oracle de Delphes est visité par les plus grands, les rois, les empereurs de toute la région. Et ses paroles sont très réputées. C'est quelque peu particulier, en fait parce qu'elle a deux types de paroles, des paroles très rationnelles et claires et des paroles incompréhensibles. La Pythie entre donc parfois en période de transe et quand elle parle et quand elle revient et qu'elle rend sa parole divinatoire, en fait souvent c'est incompréhensible. Il y a donc un prêtre qui est un homme cette fois chargé de traduire ces paroles. Dans ces circonstances, on peut se permettre d'avoir un petit doute sur l'origine des paroles qui sont rendues aux visiteurs de l'oracle du temple, mais c'est ainsi que ça se passait et les gens y croyaient énormément. De manière à se préparer à recevoir les messages d'Apollon, la Pythie avait un devoir, elle devait se nettoyer avec une eau particulière et elle devait mâcher des feuilles de laurier. Par ailleurs, vous remarquez sur l'image qu'il semble y avoir des effluves qui sortent d'une craque dans le plancher du temple. Eh bien, pendant longtemps, les Grecs ont cru que ces vapeurs étaient propices à la divination, au contact avec Apollon. Ceci a été remis en question par la suite, mais en 2001, une équipe de géologues a trouvé qu'un gisement d'oxyde d'éthylène était non loin de là et était actif et était déjà actif à l'époque de la Pythie, et ce gaz est réputé pour avoir des propriétés euphorisantes. À l'entrée du temple était gravée une parole, probablement la principale parole à savoir quand on entre dans un questionnement philosophique et qu'on veut avoir des réponses à ces questions les plus mystérieuses. La parole, Gnoti Soton en grec, signifie « connais-toi toi-même ». C'est en se connaissant, en cherchant en lui-même, que l'homme peut trouver la sagesse. En fait, ça nous ramène à Socrate. Pourquoi est-ce que, même si c'est pas le premier à avoir fait des explorations, des réflexions rationnelles en Grèce antique, pourquoi est-ce que souvent on lui attribue la paternité de la philosophie? En fait, Socrate est le premier philosophe à avoir découvert, si on peut dire, son intériorité, à avoir pris conscience qu'à l'intérieur de lui, qu'en entrant en lui, il pouvait trouver réponse à ses questions, à des questions. Socrate, en quelque sorte, prend conscience qu'il y a un « je ». Et disait-il qu'il entendait un démon. À l'époque, le mot « daimon » en grec ne voulait pas dire diabolique. Un démon, ça voulait dire une voix. Et il disait qu'il entendait un démon qui était en lui, et ce n'étaient pas les dieux à l'extérieur de lui. Alors ça, on va le retenir contre lui, on va lui reprocher plus tard pour l'accuser d'inventer de nouveaux dieux, mais en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que Socrate avait découvert dans son intériorité la voix de la conscience, sa voix, son démon à lui, avec lequel il pouvait être en relation. Socrate, donc, est un philosophe de l'intériorité. Un beau jour, et c'est un peu le point de départ de toute l'histoire spéciale de Socrate qui était finalement un homme comme les autres. Ce qui a un peu lancé, on va dire, la carrière de philosophe de Socrate. Je dis carrière parce qu'il en a fait une profession, il en a fait sa mission de vie, mais il n'a jamais gagné d'argent pour ça. Et c'est pourquoi notamment il a vécu très pauvre, il se dédiait à sa mission. Eh bien, le point de départ de sa mission, c'est quand il a reçu un peu comme un message des dieux. Un beau jour, son ami Kéréphon est allé au temple de Delphes pour consulter l'oracle. Qu'a-t-il demandé?
Y a-t-il un homme plus sage que Socrate? Sage, il ne faut pas juste l'entendre au sens de bien écouter les consignes. En fait, ça ne marche pas tellement, c'est pas tellement le sens. Sage, il faudrait le prendre au sens de la sagesse. Et c'est entendu comme l'intelligence, la capacité à être rationnel, à réfléchir. La réponse de l'oracle, la Pythie, surprend. Non, il n'y en a aucun. Socrate se va nu-pied, laid comme un pichou, qui était le plus sage d'Athènes, alors que plein d'hommes étaient des avocats, des artisans, des poètes, et que ces gens savaient des choses, savaient des tonnes de choses. Et pourtant, Socrate, lui, avait pas grand-chose de particulier. Quel était le sens de cette parole? Chéréphon revient et il dit « J'ai demandé à l'oracle et la réponse d'Apollon est claire, il n'y a pas d'homme plus sage que toi. » Socrate ne comprend pas. Il se dit « Mais comment ça se peut? Comment c'est possible? Moi, je ne sais rien. Comment est-ce que je peux être le plus sage? » Socrate entreprend d'aller consulter les plus sages politiciens, poètes et artisans, du moins ceux qui étaient prétendus sages. Il découvre qu'ils sont prétendus sages, mais que dans les faits, en observant bien, ils ne le sont pas. Quel est le problème? Ils croient savoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. Alors que Socrate, lui, il sait qu'il ne sait pas. On se retrouve ici face à une conception de l'ignorance. Dans la conception de Socrate et de Platon qui nous raconte l'histoire, parce que, rappelons-le, Socrate n'a rien écrit, l'être humain, la condition de l'être humain est d'être dans l'ignorance. L'être humain n'a pas accès d'emblée à la vérité. Une différence, cependant, existe entre les humains. Il y a ceux qui sont dans la double ignorance et il y a ceux qui sont dans la simple ignorance. Quelle est préférable? Dans la double ignorance, tout va bien. On est cool, il n'y a pas de problème, tout se passe bien, on sait les choses, on a des certitudes, on met nos lunettes de soleil, puis on shine. Le problème, c'est que dans la double ignorance, on ne sait pas qu'on ne sait pas. On est persuadé qu'on sait. Quand on pense savoir, quand on pense avoir la réponse à une question, est-ce qu'on cherche la réponse? Non. Alors, ce que ça signifie, c'est que quand on croit savoir, on ne cherche plus. C'est bien là tout le problème. Alors que dans la simple ignorance, on se pose des questions, on a des doutes, on ne sait pas, on réfléchit, on tergiverse. Pour Socrate, la simple ignorance est en fait le premier pas vers l'accès à la sagesse ou la quête de vérité. Ainsi donc, nous chercherons à éviter la double ignorance et nous chercherons à prendre connaissance de notre ignorance, c'est-à-dire reconnaître « je ne sais pas ». Et comme dit Socrate, je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais pas, c'est que je ne sais rien. Et il comprit ainsi que contrairement à tous ces gens qui prétendaient savoir et qui faisaient payer cher les gens pour leur enseignement, leur discours, leur formation, leur poésie et tout ça, bien, eux étaient persuadés de savoir. Et Socrate lui disait « Moi, je ne sais pas, je suis en quête de vérité. » Eux prétendent savoir et ils ne sont pas en quête de vérité. C'est ainsi que le plus sage du monde entier selon le dieu Apollon était une personne très simple qui savait qu'elle ne savait rien.